Dana White qui ne ferme pas la porte à un tournoi sur une soirée à l'UFC, Bilal Mohamed prêt à affronter Sean Strickland, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Brandon Royval est très heureux que son combat face à Taira se déroule en 5 reprises, ce sera d'ailleurs notre main event du week-end. Il estime être meilleur dans les derniers rounds et ne met pas ça sur le dos du cardio, mais plutôt du mental. Il a aussi confié que suite à sa dernière victoire, il était prêt à affronter n'importe qui dans le top 5. Il a pendant un moment pensé à Albazi, mais explique que ce dernier n'est pas très populaire, contrairement à Taira. Et puis on en avait parlé il y a quelques semaines, mais les deux se sont déjà entraînés ensemble, je parle de Taira et Royval, et il nous a appris que c'était lui qui avait contacté le japonais à l'époque, parce qu'il n'avait pas beaucoup de flyweight de très haut niveau dans son entourage, à ce moment-là de sa carrière en tout cas. Bilal Mohamed, notre champion des poids welter, a déclaré qu'une des choses les plus plaisantes depuis qu'il s'est emparé de la ceinture est d'avoir fait taire toutes les personnes qui ne croyaient pas en lui. Et là, on peut dire qu'il y en avait un paquet. Il a répété que celui qui méritait le plus de l'affronter est Shavkat Rakhmonov, même s'il ajoute que finalement, il ne reste que sur une victoire face à Thompson, qui n'est pas non plus sur la meilleure série de sa vie, c'est pas le Thompson d'il y a quelques années. Il dit aussi détester Sean Strickland et être prêt à l'affronter en poids moyen. Alors on verra un peu plus tard que l'UFC a d'autres plans pour Strickland, mais honnêtement là, un champion qui monte de catégorie pour faire un combat dans lequel il n'y a pas de ceinture en jeu, honnêtement ça court pas les rues. Moi c'est pas forcément le combat que je veux le plus voir, mais si ça s'était fait en attendant qu'il y ait un contender clair à la ceinture chez les poids welter qui se distingue, par exemple on aurait eu un combat peut-être entre Shavkat Rakhmonov et Ian Gary, ça aurait pu être une option, peut-être, même si comme vous le savez, je préfère que le champion reste dans sa catégorie et défende et évite de bloquer justement toute la division. Et puis je suis pas sûr non plus que l'UFC prenne le risque qu'un de ses champions se fasse battre dans un combat finalement sans enjeu, ça enlèverait un peu de crédibilité à la catégorie. Et puis bon, j'y crois pas trop, ça manque de logique selon moi. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, Dana White a des projets pour Sean Strickland. Ali Abdelaziz a confirmé que son combattant Magomed Ankalaev combattra pour la ceinture en cas de victoire lors de son prochain combat face à Rakic. La grande question d'un combat entre le Russe et l'actuel champion, c'est de savoir forcément si Pereira réussirait à gérer la lutte d'Ankalaev. Ali, lui, il pense que même debout, Magomed peut faire la différence. Il est très précis et avec le nombre de guerres qu'a livré Pereira dans sa carrière, son menton est peut-être devenu un peu friable, dirons-nous, pardon. Il nous a aussi appris que Kamaru Usman sera de retour en janvier ou février, peu importe l'adversaire, tant qu'il lui permet d'accéder à un combat pour le titre ensuite. Et puis toujours d'après lui, Oumar Nurmagomedov va revenir début 2025, et si Merab n'est pas disponible, il combattra quelqu'un d'autre. Ça, on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais là, il nous a appris que José Aldo était une option. Malheureusement, avec sa défaite le week-end dernier, les choses ont changé. Il explique donc qu'il sera prêt, peu importe qui se dressera devant lui. Il a cité le nom de Song Yadong, mais n'a rien confirmé. Ça peut être Song Yadong parmi tant d'autres, c'est ce qu'il a dit. Le plan initial, c'était de prendre la ceinture à Merab, puis de défendre contre O'Malley. Mais si les choses doivent être différentes, elles le seront. Et puis il affirme aussi que Makachev sera de retour, lui aussi en janvier. On va avoir un gros début 2025 pour toute son équipe, pour défendre sa ceinture. Et puis pour terminer, il assure qu'au cours des 5 dernières années, l'UFC a proposé au moins 5 fois à Conor McGregor d'affronter Justin Gaethje et l'Irlandais a toujours refusé. D'après lui, c'est parce que Conor McGregor ne veut pas affronter quelqu'un qui l'a déjà critiqué sur les réseaux sociaux. McGregor veut toujours commencer le beef, commencer l'altercation. Il dit c'est pour ça que Chandler a été très poli avec lui parce que l'UFC a dû lui dire surtout ne le critique pas sur les réseaux sociaux, sinon il ne t'affrontera pas. Ça reste les propos d'Ali Abdelaziz, qui n'est pas le plus grand ami de Conor, c'est le moins qu'on puisse dire. Khalil Rountree, lui, il a reçu tellement de messages suite à son combat face à Pereira qu'il dit en plaisantant, je me suis demandé si j'avais gagné ou perdu finalement.
Par contre, concernant son opération du nez, il en parle comme de la plus douloureuse qu'il n'ait jamais connue. Il a la bouche sèche en permanence, il a un mal de tête continu. On peut comprendre, hein. Et il est aussi forcément revenu sur le combat. Et ce n'est pas son cardio qui a flanché, hein, d'après lui, mais plutôt les jabs de Pereira qui l'ont détruit petit à petit. Il dit que les jabs sont très rapides, mais aussi très puissants. Et puis le mix entre les calf kicks et les jabs l'a complètement perdu. Même si ce n'est pas les plus gros calf kicks qu'il a pris de sa carrière, hein, à l'écouter. Et puis il a confirmé aussi que le dernier uppercut juste après l'enchaînement au corps a fait énormément de dégâts. Il sait pas si c'est lui qui est venu lui terminer le nez ou pas, mais il dit celui-là, il a fait très très mal. Et puis il vise un retour au premier trimestre 2025. Jamal Hill fait du sens d'après lui. Je rappelle que les deux devaient s'affronter au mois de juin, mais suite au problème de dopage de Khalil Rountree, hein, si on peut appeler ça comme ça, on en a déjà parlé, le combat avait été annulé. Donc est-ce que ce sera le prochain combat? Écoutez, c'est un combat, il a raison, Rountree, qui fait beaucoup de sens, puis qui lui permet de rester dans les conversations très intéressantes. Dana White ne croit pas au retour de Masvidal et de Tyron Woodley, qui ont pourtant laissé entendre que c'était leur intention, surtout Masvidal. Woodley, j'étais passé un peu au travers. Il nous apprend aussi que le prochain combat de Dricus du Plessis ne sera vraisemblablement pas en Afrique du Sud. D'après Dana White, il est très compliqué de trouver une salle. On lui a proposé de faire ça en extérieur, hein, donc je suppose dans un stade, mais ça lui fait un peu peur, hein, avec le vent, la pluie et même les insectes. En fait, tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut décaler ou annuler la soirée, c'est quelque chose avec lequel il ne veut pas jouer, et je peux le comprendre. On se dirige plutôt du coup vers une défense de titre en Australie et contre Strickland, ça il l'a assuré. Concernant les propos d'Ali Abdelaziz, hein, sur Conor McGregor qui aurait refusé Justin Gaethje plusieurs fois, je viens de vous en parler, il dit ne pas être au courant et laisse même entendre que c'est faux, que ce n'est pas le style de l'Irlandais. Chacun jugera selon sa connaissance. Et puis l'UFC, hein, ne s'est pas rendu au Japon depuis plusieurs années maintenant, 2017 si je dis pas de bêtises, et puis d'après Dana White, toujours c'est assez compliqué de faire du business là-bas, mais c'est toujours une destination qui les intéresse, ils attendent surtout d'avoir une star nippone à mettre en avant, ça on le sait, hein, ils aiment bien, on a souvent dit, notamment Moïcano avait dit que Benoît Saint-Denis était poussé par l'UFC parce qu'il voulait une star en France. C'est peut-être pas faux non plus, je pense que d'un point de vue business, c'est toujours bon pour eux. Donc peut-être que Taira, ce week-end, a une très grosse carte à jouer. Il s'est aussi exprimé sur les combattants spécialistes d'un domaine, hein, surtout le pied-point et le grappling, qui font la transition vers le MMA. Et d'après lui, hein, c'est surtout l'argent qui les motive, et puis il les comprend à 100%. Il ajoute que des combattants comme Johanna Jędrzejczyk, Pereira ou encore Adesanya ont montré l'exemple, et que forcément, si tu es un kickboxer qui les a déjà battus dans le ring, ça va te donner des idées. Et puis il nous apprend aussi qu'il y a plusieurs options pour Ian Gary et que Covington en fait partie. Et il y a quelques jours, hein, on avait parlé de cet internaute qui proposait un tournoi sur une soirée pour la BMF entre Poirier, Gaethje, Hooker et puis le tenant du titre, Max Holloway. Poirier avait déjà fait savoir qu'il était partant. Et là, à ma grande surprise, un Dana White a dit qu'il n'y avait jamais pensé, mais que ça pouvait être amusant. Alors là, franchement, si l'UFC organise ça, c'est magnifique. On aura eu la sphère en 2024. Si on a un tournoi en 2025, c'est énorme. Là, je suis parti dans tous les délires, hein. Je me suis dit, il faudrait qu'ils fassent une promo de dingue avec un tirage au sort comme on avait au K1. Imaginez, ils font tu sais, un tirage au sort en haut de l'Empire State Building, et puis ils diffusent le logo BMF dans le ciel, là, un peu comme Batman. Il faut qu'ils fassent une promo de dingue s'ils font ça. En plus, avec ces 4 combattants-là, c'est des fans favorites, comme on dit, les fans adorent ça. Tu peux même mettre un mec qui connaît rien en MMA, tu sais que ça va rester debout, tu sais que ça va envoyer dur. Après, voilà, tu peux amener du monde au combat avec ça. Il faudra peut-être adapter, hein, peut-être faire des combats de 2 rounds, et puis s'il y a une égalité, pourquoi pas un extra round, vraiment faire un truc qui sorte de l'ordinaire. En plus, Dana White, il critique le PFL à chaque conférence, hein, je le dis pas, mais il a toujours un petit mot pour eux. Ce serait peut-être l'occasion de dire, bon, vous, avec votre saison auquel personne ne comprend rien, les mecs perdent, ils continuent à avancer, etc. On comprend pas ce que vous faites. Moi, je vous fais une soirée, un tournoi, 4 combattants, tirage au sort sur le haut de l'Empire State Building, je fais un truc de fou, je convoque toute la presse, on fait un événement de dingue, l'UFC peut le faire. Donc écoutez, l'autre jour, il y a un auditeur qui m'a dit ouais, c'est peut-être un peu dangereux pour les combattants. J'ai pensé en plaisantant, bah c'est pas grave, on dit au programme antidopage de se mettre en pause pour ces 4 combattants-là pendant 6 mois, on les laisse se préparer. Bien sûr, je plaisante, mais ce serait vraiment un truc de fou. Franchement, 2024, la sphère, je me suis dit qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Là, une soirée avec un tournoi, quitte à avoir un autre combat sur la carte qui serve de combattant remplaçant au cas où s'il arrive quelque chose. Tu sais, un mec qui gagne par KO, bah, le mec qui a perdu par KO va pas aller en finale, mais si l'autre s'est blessé et qu'il peut pas continuer, bon, au moins t'as eu un autre combat, un 3e combat qui permet de mettre un combattant. Franchement, ce serait une super idée. En plus, la BMF, là, tu repars, t'as gagné le tournoi sur une soirée.
De toute façon, la BMF, ça veut rien dire à la base. C'est une ceinture en chocolat hein, qui est sortie de nulle part pour ceux qui savent pas. C'est Ned Diaz, après avoir battu Anthony Pettis, qui avait dit ouais, je vais affronter Masvidal parce que c'est le vrai gangster. On n'est que deux gangsters ici, donc on va s'affronter pour la BMF. Et c'était né de ça, donc quitte à faire un truc complètement absurde, fais un tournoi et... Alors ça pourra peut-être pas se faire à Las Vegas parce que la commission ceci cela, mais peut-être dans un autre état, ou si tu le proposes à Abu Dhabi, ils vont peut-être pas dire non non plus. Donc, ou alors au Japon, hein, puisque le Japon c'était la maison du K1, la maison du Pride. Pourquoi pas, écoutez, s'ils ont besoin de moi pour des idées, et ils peuvent m'appeler. Sinon, on passe à autre chose, hein, et je vous l'avais dit, Alex Pereira a été blessé avant son combat du week-end, blessure à la côte, blessure, il y avait aussi les... Je crois que c'était le doigt de pied, enfin bref, il était malade, etc. Et bah l'UFC, hein, c'est Daniel Cormier qui nous l'apprend, avait prévu, pourquoi pas, de faire combattre Pennington contre Peña en main event, si Alex Pereira devait annuler. Dieu merci, Alex Pereira n'a pas annulé, on se serait tapé Pennington contre Peña en main event. Bon bah, j'ai un auditeur qui m'a dit je me suis endormi pendant le combat de Peña, du coup je me suis réveillé à la fin, c'était le discours de Pereira, j'étais dégoûté. Ouais, je comprends, c'était pas le combat le plus excitant. Puisque je parle de Pereira, il a posté cette photo avec ce commentaire. This is one of my favorite moments before a fight. Donc c'est un de mes moments préférés avant le combat. On voit Spinal derrière. Est-ce qu'il nous tease une montée? Est-ce qu'il veut un peu énerver Ankalaev? Je pense aussi que maintenant il a un peu envie de le taquiner. On a Kamaru Usman qui pense qu'aujourd'hui Pereira est le pound for pound, le meilleur combattant de la planète. Le numéro 1 c'est Makhachev officiellement. Et j'ai l'impression, il y a un truc que je comprends pas avec... Avant, la team Khabib et Ousmane, ils étaient les meilleurs amis, ils se soutenaient l'un et l'autre. Et il y a quelques temps, Kamaru Usman a tweeté en disant ouais, je suis le meilleur welterweight, vous allez voir. Et il y a un de la team Nurmagomedov, je crois que c'est Oumar ou Ousmane qui est au Bellator, qui a dit non, c'est pas toi le meilleur, c'est Bilal. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, comme si maintenant leur pote c'était Bilal, c'était plus Ousmane, parce qu'ils se sont entraînés avec lui. Tu sais, au pire, tu dis rien. Tu sais que c'est le business, tout le monde pense qu'il est le meilleur, etc. Là, ils ont pris une position, j'ai trouvé ça bizarre. Ousmane qui dit ça maintenant, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pour les ennuyer aussi. Et puis la team Khabib, elle est de plus en plus dans le trash talk. Après, il y a Ilia Topuria qui essaye de se placer, on sent petit à petit, il fait des petites déclarations, il fait des tweets. Topuria qui aimerait se placer pour un combat face à Makhachev, on le comprend. Makhachev qui a été défendu par Ousmane Nurmagomedov. Topuria qui lui a dit ouais, comment ça va depuis que t'as arrêté les stéroïdes? Enfin voilà, ça se taquine un peu. Et la team Khabib, avant Khabib pourtant était pas trop dans le trash talk, ils sont en train de devenir un peu comme les Américains petit à petit, en plus à se défendre les uns les autres. Puis Topuria, bah, il est malin, je pense qu'il a compris ça, donc il envoie des... Il lance l'hameçon, puis il se dit, bah quand Makhachev va mordre, ça va être mon moment à moi de monter et d'aller le provoquer. Donc moi, vous savez, je préférais que Topuria fasse plusieurs défenses de sa ceinture, mais déjà, il va falloir passer au Holloway, ça va pas être une chose facile. Toujours l'UFC du week-end dernier, le 307, on a appris que Kayla Harrison, pareil, ça a été très dur pour elle a uriné du sang pendant la semaine du combat, et puis elle a déclaré qu'elle devait prendre un petit peu de temps là pour elle, parce que la perte de poids c'est vraiment extrêmement dur, elle n'est pas faite pour combattre en 135, elle dit dès que je vais en dessous de 150 pounds, ça devient assez difficile pour moi, c'est pas un plaisir du tout, donc il faut que je prenne du temps, elle est plus toute jeune non plus, mais là, uriner du sang c'était peut-être un peu hardcore, donc elle a dit j'étais pas la meilleure version de moi-même dans la cage ce week-end, bah, elle a quand même gagné, donc écoutez, on savait quand elle a signé à l'UFC en 135 que ça allait être très compliqué, elle a fait le choix, hein, donc maintenant c'est à elle de voir si elle peut continuer ou pas. Bon bah je vous ai dit que Strickland allait combattre Duplessis, et quelques heures avant, on a le coach de Strickland, hein, Eric Nicksick, qui avait posté une photo de Strickland dans la cage, avec écrit Soon, donc très bientôt. L'autre grosse nouvelle, à date d'il y a quelques jours, elle n'avait pas été reprise. C'est dans le podcast de Joe Rogan, on a Israel Adesanya qui a dit qu'il voulait combattre avant la fin de l'année et que contre Imavov, ça ferait un beau combat. Imavov avait dit avant de combattre à Paris qu'il aimerait affronter Adesanya. Franchement, si les deux sont d'accord, en plus quand Adesanya dit qu'il veut t'affronter, je pense pas que l'UFC va dire non. Est-ce que ce sera un main event de Fight Night? Je pense, ou peut-être sur une main card de pay-per-view, mais c'est quand même un combat que tu as envie de voir en 5 rounds. Après, s'ils font une carte de dingue, Dana White a dit que pour la fin de l'année, il travaillait sur une carte de fou. Bah, tu peux avoir Adesanya et Mavov en co-main event et en 5 rounds, c'est possible aussi. Ça leur donnerait une sacrée exposition, je pense. Ça serait mieux qu'à l'Apex, hein. Après, ce qu'il va mettre Adesanya à l'Apex, j'ai des petits doutes là-dessus. Donc, espérons que pour Imavov, ce sera un coup de pub énorme. Et puis, tu bats Adesanya, là, je pense que t'es indéniable pour accéder à la ceinture. Même si je pense qu'avant lui, il y aura le vainqueur du combat entre Whittaker et puis notre ami Khamzat Chimaev. Après, si Chimaev prend la ceinture, que Imavov bat Adesanya, on sait que les deux veulent pas trop s'affronter, Imavov et Chimaev. Là, on verra si c'est jouable ou pas. Je vous disais dans la dernière émission que Sean O'Malley s'était fait opérer, il a dit que ça s'était très bien passé, qu'il se sentait très bien, qu'il voulait revenir rapidement. Tout le monde lui dit ouais attention, reviens pas trop tôt. Il dit vous inquiétez pas, je vais revenir quand ce sera le bon moment et puis je serai au top. Donc
C'est tout ce qu'on souhaite. Ned Diaz qui poste cette photo avec écrit Season, on sait qu'il va revenir lui aussi potentiellement à l'UFC. Bon, il a l'air en forme, hein. De toute façon Ned Diaz il s'entraîne tout le temps quand il fait pas de la boxe, il fait des triathlons, des marathons, etc. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Ned Diaz prochainement? Je ne sais pas. Et puis ça m'a fait rire, hein. Jiri Prochaska, on sait, il a un esprit très martial, très tourné vers le Japon. Il est en train de s'entraîner actuellement au Japon au karaté traditionnel. Il met plein de photos de son trip. Il dit ça va durer 3 semaines, etc. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il va revenir et qu'il va reprendre la ceinture parce qu'il s'entraîne au karaté, mais ça m'a même pas surpris, quoi. Ça fait partie de lui. Il vit son truc à fond et il est dans la voie du guerrier, comme on dit. Et tant mieux pour lui. Carlos Condit et Michael Venom Page qui vont s'affronter au Polaris. Donc le Polaris, c'est une organisation de grappling en fait. Bah, MVP, il est pas connu pour son sol, donc ça va être cool de le voir affronter Condit. Condit, ça fait un bail hein, qu'on ne l'a pas vu, j'espère qu'il est en forme. Et voilà, j'ai décidé de vous partager ça, ça va être sur le Fight Pass. Et c'est le 2 novembre. Ensuite, Jason Knight qui revient au Game Break Fighting, c'est la ligue de Jorge Masvidal, c'est du MMA à main nue, il va affronter Josh Wims, que je ne connais pas, mais pourquoi je vous partage cette information? Parce que Jason Knight, il aura été partout, il a été à l'UFC à partir de 2015, il avait battu Dan Hooker, hein, il a quand même des gros noms accrochés, je crois qu'il avait battu Alex Caceres aussi, après il a enchaîné les défaites, il est parti, il a été au Bare Knuckle, ensuite il est revenu au TUF, hein, la saison McGregor contre Chandler, enfin vraiment, ce mec-là, je pense vraiment qu'il fait de l'alimentaire par contre. Il combat pour vivre, j'en ai bien l'impression. Par contre, c'est un accro au combat, hein, parce que il a été au PFL aussi, il a fait un combat au PFL. Ça m'était passé au travers. En MMA, je crois qu'il a une fiche de 23-8, un truc comme ça. Mais sacré combattant, et puis là, il va se finir à main nue en MMA, donc espérons que tout se passe bien pour lui. Après, je vous partage une petite info, il y en a beaucoup qui suivent Daniel Warin, donc ils le savent sûrement, mais il organise des camps d'entraînement au Brésil, c'est ouvert à tous, même aux débutants. Je pense que ça peut être un sacré délire de faire ça, hein, quand t'es jeune, quand t'as pas de famille, pas d'enfant, tu pars là-bas, je sais pas si c'est 2 semaines ou quoi. Diabaté faisait ça il y a déjà 10 ans, je crois qu'il faisait ça en Croatie ou à Chypre, un truc du genre. Mais ça peut être vraiment un truc de dingue à faire, et les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez lui envoyer des messages privés sur Insta, il vous répond. Donc comme ça, vous avez l'information. Et puis je vous parlais du retour de Chris Barnett hein, qu'on n'a pas vu depuis 2022. Il devait affronter Junior Tafa. Écoutez, il est blessé. Il est blessé ou non, je crois que sa maison a été endommagée par des ouragans, quelque chose comme ça. Enfin bref, il ne combattra pas contre Junior Tafa. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu, ben on va devoir attendre encore un petit peu pour le voir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. On commence tout de suite avec Pins Pignon qui me dit: je pense que Alex Pereira va enchaîner et devenir une légende grâce à ses victoires, mais aussi son activité hors norme, contrairement à certains, même beaucoup qui laissent filer le temps après être devenu champion. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que il y en a un autre qui m'a dit: ouais, ça va devenir le GOAT des light heavyweight. Passer devant John Jones, ça va être très difficile, mais par contre, c'est vrai que son activité, ça régale. Le nombre de combattants qui prennent la ceinture et qui commencent à dire: ouais, je vais prendre une pause, je vais voir, j'étais très actif, etc. Lui, il fait pas dans le détail. Peut-être qu'un jour, il le paiera cash, hein. Mais nous, en tout cas, en tant que fans, on ne peut que respecter ça. Et il y a I Love Sweden, il y en a un autre qui me l'a dit, je suis désolé, j'ai pas retenu ton nom. Et je vous parlais de Almeida, le Brésilien, je vous disais, ouais, depuis qu'il a perdu contre Curtis Blade, on l'a pas revu. C'est faux, il est revenu, il a combattu cet été, t'as raison. Il a gagné au premier round par soumission, j'ai plus le nom de son adversaire, Romanov, je crois qu'il a affronté Romanov. Il l'a battu au premier round, j'avais complètement zappé, bon ça avait été très rapide en même temps, tu me diras. Mais donc voilà, Almeida était bien revenu depuis sa défaite face à Blades. Almeida, je l'ai dit, depuis le début qu'il a l'UFC, je pense qu'il va prendre la ceinture. Je pensais qu'il allait battre Blades, c'était pas passé. Maintenant, on va voir comment il va évoluer au fil de sa carrière. Ensuite, on a Corentin Trochet qui me dit: dommage de ne pas avoir un mot pour la jolie remontada de Buckley. Ouais, Buckley qui a battu Thompson ce week-end, magnifique KO. Thompson, il a pris 2 KO dans sa carrière, 2 coups de poing sautés. C'est dur pour Thompson parce que franchement, il faisait pas un combat si dégueulasse que ça. Il arrive à toucher, à bouger, machin. Mais quand Buckley, là, au 3e round, il a lâché, je pense que c'était serré. On a dû lui dire: écoute, où il a senti que la décision pouvait partir d'un côté comme de l'autre, il a lâché les chevaux. Malheureusement, Thompson l'a pris et il arrive en fin de carrière. Thompson, un KO, c'est jamais bon. Puis Buckley qui a dit qu'il était prêt à affronter Ousmane, il dit: je pourrais même le battre ce soir. C'est un call, je trouve, une provocation plutôt intelligente. Ratila qui me dit: à mon avis, Bautista a juste peur de Cory Sandhagen. Ça a aucun sens de ne pas vouloir Cory qui est bien au-dessus de lui dans le classement, sous prétexte qu'il sort d'une victoire, et de l'autre côté, demander Cerudo qui sort de 2 défaites. Ouais, je suis d'accord. Cory Sandhagen est sur une défaite, donc il veut pas l'affronter, il va affronter Cerudo. Mais oui, c'est vrai que moi je pense qu'affronter Sandhagen, c'est toujours un joli cadeau. Enfin, un cadeau. Un cadeau si tu veux avancer au classement. Dans la cage, je sais pas si c'est un cadeau. Mais oui, vaut mieux, moi je pense, quand tu vas aller à la ceinture, prendre Sandhagen. Il est plus dans le mix que Cerudo qui est revenu de retraite, en plus qui a perdu. Donc je suis entièrement d'accord avec toi.
Younsrub qui me dit: «Je suis dégoûté pour Aldo, comme beaucoup, je pense qu'il a tout de même été volé, mais quelque part c'est bien fait pour lui. Visiblement, il n'a pas compris ses erreurs du combat qu'il avait fait face à Merab, puisque à nouveau, il a parfaitement défendu les tentatives d'amener au sol, mais il s'est encore une fois laissé trop longtemps contrôler debout, dos à la cage. Surtout dans le troisième round où il fallait vraiment éviter ça, alors qu'en plus, il avait le dessus en striking et que Batista était cuit physiquement.» Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, il a pas assez produit. Je pense qu'il avait peur aussi de beaucoup produire et de se faire contrer en takedown. Mais oui, c'est aussi de sa faute, c'est en partie de sa faute, je suis, d'accord avec toi. Et puis, on a notre ami, alors je suis désolé, ton nom est en alphabet cyrillique, alors c'est Trust, TRCTN, tu te reconnaîtras, S2TN. Tu me dis, que tu avais publié un commentaire qui a été supprimé sous ma vidéo. En fait, il y a une application pour parier si vous voulez pas parier d'argent, ça s'appelle Verdict et quand vous pariez, donc c'est gratuit, vous gagnez de l'XP et vous montez des grades un peu comme au JJB et donc c'est une manière de jouer tous ensemble et de faire des paris sans mettre d'argent parce que voilà, si vous voulez pas tomber accro, si vous avez des problèmes d'addiction aux paris, vous voulez peut-être pas remettre le nez dedans, mais apparemment, c'est pas mal, hein, il me dit que tu montes, tu peux avoir la ceinture UFC si tu fais des paris, si tu fais partie des 10 meilleurs, 10% des meilleurs parieurs, etc. Tu peux scorer les rounds des combats et voir le scoring des utilisateurs global. Ça s'appelle Verdict, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être très marrant. Merci à lui pour l'information. Et on a fait le tour pour aujourd'hui, je pense qu'on se retrouvera maintenant vendredi, jeudi ou vendredi, on verra. Et passez une bonne soirée, salut!